Alors Pierre Galland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fondation Henri Lafontaine et vous allez aujourd'hui nous parler de la paix, des voies pour la paix. Et ma première question, elle est assez simple, c'est finalement, y aura-t-il un pacifisme du XXIe siècle? Bon, alors, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que le pacifisme? Et le pacifisme est pour moi une notion qui suscite des analyses très diverses et même parfois très critiques et même, j'ai envie de dire, très agressives. Trotsky, par exemple, considère le pacifisme les pacifistes comme des valets de l'impérialisme. Le pacifisme relève de deux conceptions. L'une est l'action des partisans de la paix, l'autre l'action non violente, le pacifisme radical, celui de Gandhi par exemple. Mais on peut aussi avoir des expressions de pacifisme qui soient des luttes, les luttes armées menées par l'ANC, l'African National Congress de Nelson Mandela, étaient une lutte pour la paix, pour l'émancipation coloniale. Et la lutte menée après ça par Jean Jaurès était un antimilitarisme pacifique. Donc il y a différentes notions du pacifisme. Alors, dès le 19e et le 20e siècle, il faut reconnaître que le pacifisme aura le mérite de mettre en cause les notions de bonne ou de mauvaise guerre, ou les notions de guerre juste ou de guerre injuste. Et aujourd'hui encore, il faut savoir que l'article 51 de la Charte des Nations Unies envisage le recours à la force pour légitimer le retour à la paix, là où il y a eu agression armée illégitime contre un autre peuple. C'est le droit naturel de légitime défense individuelle et collective. Mais mon intervention risque peut-être un peu de décevoir certains, parce qu'il ne s'agira pas d'une étude, mais il s'agira plutôt d'un témoignage, le mien, celui de quelqu'un qui, dès 1956, se trouvait à manifester contre l'entrée des troupes soviétiques en Hongrie et qui a participé après ça à l'accueil d'ailleurs des réfugiés hongrois. Depuis, j'ai toujours eu l'ambition de partir dans ce champ du pacifisme parce que j'estimais que c'était la meilleure manière de contribuer à une humanité qui soit plus fraternelle, qui soit plus pacifique, qui soit capable d'accueillir ses propres enfants. Alors, pour introduire mon sujet, je vais brièvement d'abord décrire la situation qui est la nôtre aujourd'hui, en tentant de l'inscrire dans notre histoire récente et d'identifier les principaux dangers et défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, on parle d'abord de la Société des Nations, et puis on parle de l'ONU. Eh bien, ces deux institutions ont été créées dans un contexte tout à fait particulier, qui c'était celui du lendemain d'une des deux guerres mondiales. Toutes deux ont encadré la réflexion, ont encadré les initiatives, les règlements, les résolutions, qui sont censés assurer les voies et moyens pour assurer la paix. Et la SDN fut mise en échec, au fond, par les coups de butoir des nations qui n'ont pas respecté les principes des Nations Unies et qui ont donc détruit ce qu'était le projet en le violant complètement. Et c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que se crée alors l'Organisation des Nations Unies, qui, elle, servira de référence non seulement pour les questions de paix, mais aussi, elle mettra en avant les questions de développement comme étant les moyens de la coexistence pacifique entre les peuples. Donc Pierre Galland, vous parliez de la SDN, donc la Société des Nations, et de l'ONU. Dans quel contexte elles ont été créées, ces deux structures? Mais c'était donc au moment où on est en train de chercher les voies et moyens d'instaurer la paix. Mais on va aller vers les guerres, les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale qui va amener la SDN, la Société des Nations, mais avec le choc des États qui vont eux-mêmes entrer en guerre, sans respect aucun des principes de la SDN, eh bien, on aura une deuxième guerre mondiale dont va sortir la Société, non plus des Nations, mais l'Organisation des Nations Unies. Alors, malheureusement, ni l'une ni l'autre n'amène la paix, parce que même aujourd'hui, qui peut dire qu'on soit en paix, qui peut dire qu'on soit vraiment au rendez-vous du développement? Aujourd'hui, par contre, c'est complètement absurde de ne pas mettre en avant les legs qui nous ont été laissés au siècle dernier par ces institutions auxquelles des générations de citoyens et des responsables politiques ont contribué largement et contribuent encore aujourd'hui. Et alors là, je voudrais dire que moi, dès 1999, j'ai été appelé par une militante infatigable de la paix qui était Cora Weiss, dont le mari
était l'avocat de Nelson Mandela et elle a voulu mettre en avant une initiative qui avait été prise déjà en 1899. À cette époque, elle appelle à une conférence sur le principe de prévention prévention de la guerre et du désarmement. Et cette conférence, c'est la mémoire d'une conférence qui a lieu à La Haye en 1889. Et puis, il y aura une deuxième conférence en 1907, et cette conférence, comme celle de 1899, auront le mérite de mettre en avant le droit humanitaire. Et ce droit humanitaire, à l'époque, ce sera les précurseurs, si vous voulez, de ce que seront les conventions de Genève de 1947, c'est-à-dire juste après la naissance des Nations Unies, et qu'à ce moment-là aussi, il y aura, après la 47, il y aura une série de conventions annexes à cette convention de Genève qui aujourd'hui encore règle en principe la gestion de la paix dans le monde. Bon, quant à l'ONU, qui aujourd'hui oserait nier que des institutions aussi nobles que la FAO, mais je voudrais aussi parler de l'UNESCO, du PAM, du PNUD, de l'UNICEF, du Haut Commissariat aux réfugiés, du Conseil des droits humains à Genève et de l'OMS, qui oserait dire que ces gens-là n'ont pas fait un travail assez remarquable pendant toutes ces années-là. Alors, pour les peuples du Grand Sud, aussi, les Nations Unies, eh bien, ces peuples ont toujours en mémoire aujourd'hui cette fameuse résolution 1514 de 1960 qui leur accorde l'émancipation coloniale, qui définit quels sont les droits à l'autodétermination et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces peuples-là ont contribué à créer le droit international de cette manière-là. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez comme moi, que encore des peuples comme le peuple de Palestine ou le Sahara occidental et d'autres dans le monde sont privés de l'ensemble de ces droits. Alors, des millions de citoyens, pendant ce temps-là, se sont mobilisés au nom de la Déclaration universelle des droits humains, créée, elle, en 1948, et des grandes conventions humanitaires, ainsi que des décisions judiciaires sur les grands crimes, le crime de génocide, le crime d'apartheid, le crime de persécution. On oublie souvent que ces trois crimes, ce sont des crimes contre l'humanité et qui sont imprescriptibles. Ils dénoncent aussi les crimes de guerre, le surarmement, le racisme, l'exclusion sociale, le sous-développement. Ils ont même mis en place des tribunaux citoyens. Rappelons-nous le tribunal sur le Vietnam avec Jean-Paul Sartre. Rappelons-nous le tribunal sur l'Amérique latine. Et puis après ça, il y a eu des tribunaux sur Monsanto. Et aujourd'hui, eh bien, cela continue à être un moteur de lutte pour l'émancipation des humains en général. Chaque jour, ces militants résistent, ils dénoncent et mobilisent parce qu'ils pensent, ils croient à un autre monde possible et refusent les mécanismes et les comportements indignes qui sacrifient une part de l'humanité au profit de quelques-uns. Le partage en commun des idéaux et des tant de fois réaffirmés ont pourtant été trop bafoués jusqu'à présent et il faudra que nous voyions comment sauvegarder ce bien commun de l'humanité. Mais alors, Pierre Galland, finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies, qui ont vraiment servi de référence, même pendant les heures les plus sombres de la guerre froide, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ce soit autant paralysé et que les engagements pris ne soient plus respectés ? Voilà, on est 75 ans plus tard et il faut constater qu'aujourd'hui, eh bien, non seulement il y a une espèce de paralysie dans les engagements, il suffit de penser à ce qui a été pris comme engagement lors de la COP21 et de ce qui en est aujourd'hui, tous les retards accumulés déjà. Il suffit de penser aussi aux objectifs du développement durable qui sont aussi très clairement définis par les Nations Unies et malheureusement trop peu respectés. Et enfin, il faut aussi penser, ce qui est très important pour moi, c'est le non-respect des traités de non-prolifération de l'arme nucléaire qui témoignent clairement de l'irresponsabilité des dirigeants et plus particulièrement des 5 membres de ce Conseil de sécurité qui sont, eux, les plus dangereux aujourd'hui. Et donc, quand ces engagements qui ont été pris ne sont pas tenus, ce sont des peuples qui sont victimes, ce sont des peuples qui en souffrent, qui en meurent, et c'est le danger pour l'ensemble de notre humanité. C'est aujourd'hui, il faut le dire, 1,5 milliard d'êtres humains qui sont
aujourd'hui complètement marginalisés sur notre planète et que l'on ne prend plus en compte parce qu'on n'est pas en mesure de respecter les engagements qui ont été souscrits au sein des enceintes internationales. Alors, qui aujourd'hui entend encore le secrétaire général des Nations Unies ? Récemment encore, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour l'aide d'urgence à 88 millions d'êtres humains qui sont les victimes non pas de la pandémie, mais des résultats de la pandémie, du fait qu'il manque les relais entre les nations qui permettent de combattre ces situations déplorables qui mettent des gens en danger pour leur vie. Alors on en est là, et puis ajoutons encore, et ça c'est extrêmement grave quand même, quand le secrétaire général, dès l'Assemblée générale de 2020, demande que l'on supprime la brevetabilité des brevets lorsqu'il s'agit de brevets sur la santé publique pour tous les êtres humains, indispensables à tous ces êtres, eh bien, il n'a pas reçu de réponse, il n'en a toujours pas reçu aujourd'hui, et cela me préoccupe vraiment beaucoup. Alors, là, je vois que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et de commencer à réfléchir un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'une part, il faut citer 3 faits essentiels. Le premier, c'est le tournant des années 90. Le second, c'est la prise de pouvoir planétaire, selon moi, par ceux qui contrôlent la sphère économique aujourd'hui. On ne doit pas vous faire l'exemple de la pyramide où au-dessus, il reste quelques riches, très riches, qui, eux, contrôlent l'ensemble du système économique mondial. Et puis, troisièmement, je pense qu'il y a de notre part à tous le manque de prévisibilité et d'anticipation des effets de l'Anthropocène. Alors, on va revenir sur ces 3 raisons. Alors, peut-être commencer par la première. Vous disiez, il y a d'abord le tournant des années 90. Pourquoi ce tournant des années 90 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous. Eh bien, c'est intéressant parce que, d'après moi, la scène internationale a été marquée de fortes ruptures et d'optimisme. Alors, la première de ces ruptures, c'est la chute du mur de Berlin. Tout le monde se rappelle la chute du mur de Berlin, le fait que les armées soviétiques se retirent de l'Allemagne et le fait que c'est suivi du démantèlement du pacte de Varsovie. C'est un grand moment historique. Et l'autre grand moment historique, même moment, c'est Nelson Mandela est libéré de sa prison et on met fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Bien, je pense que pour une large majorité de l'opinion publique, pour les gouvernants même, pour beaucoup de membres de la société civile, des mouvements de la paix, ces faits marquants laissent entrevoir une issue nouvelle de coexistence possible, coexistence pacifique. Le slogan des années 70, ce sera « désarmer pour développer ». Et ça enthousiasme des millions de gens. En Belgique, à cette époque-là, 1983, vous avez 400 000 personnes dans la rue, suivant le soir, pour protester contre l'installation des missiles de moyenne portée. Et vous en avez quelques semaines plus tard, des États-Unis et d'Europe, 1 million qui sont devant les Nations Unies pour réclamer le désarmement nucléaire. C'est quand même impressionnant. L'Europe est traversée par ce courant optimiste, mais cependant, elle va se trouver confrontée au fait qu'on n'a pas la même perception des faits et des choses du côté des États-Unis, où le courant de la guerre domine la sphère politique et le courant Hayek-Friedman domine l'économie ultralibérale qui triomphe à ce moment-là. Alors, la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'URSS ont été vécues par les Européens comme une opportunité pour sortir de la confrontation Est-Ouest et d'entrer dans une nouvelle coexistence pacifique en mettant cette fois les 3D en avant, c'est-à-dire le désarmement d'une part, le développement d'autre part et la démocratie comme étant le liant des deux. Et je pense que pour nous, à l'époque, moi je l'ai vécu quand même comme étant quelque chose qui pouvait arriver, qu'on pouvait obtenir, qu'il fallait vraiment relever ses manches pour y arriver. Et cette opportunité n'a pas été saisie parce que le pacte de Varsovie, s'il est démantelé, eh bien c'est pas le cas de l'OTAN. L'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, après que le cacafouillage se réorganisera sur base de la vision des États-Unis, et pour eux, la chute du mur de Berlin ou la fin de l'URSS, c'était d'abord la chute de l'empire du mal, du communisme. L'OTAN allait marginaliser le rôle de l'ONU et se présenter comme étant le garant militaire de cette nouvelle mondialisation. Tout comme l'OMC devenait
le régulateur du commerce international, marginalisant à son tour les organisations onusiennes, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ONUDI. Dans ce contexte, les USA vont conforter leur hégémonie en provoquant déjà la première guerre de l'Irak, guerre refusée par la France, par l'Allemagne et par le Benelux. Et rappelez-vous le discours assez extraordinaire de Villepin, ministre des Affaires étrangères français, aux Nations Unies pour plaider contre cette guerre. Malheureusement aussi, rappelez-vous que peu après, eh bien, vous avez le mensonge de Colin Powell, le grand militaire, et de Tony Blair, le chef de l'État britannique, qui accuse l'Irak de posséder des armes nucléaires, raison pour laquelle ils entrent en guerre contre l'Irak, et ce sera un massacre. Mensonges qui ont servi de motif pour une guerre, c'est absolument horrible. Comme au lendemain de la guerre du Vietnam, après ces guerres, les États-Unis révisent dans les années 90 leur conception du contrôle planétaire, tant sur le plan militaire que politique, et cela confirme la stratégie de l'OTAN. Malheureusement, les Européens vont suivre sans réagir. Alors, donc là, on a pointé une première raison de cet échec du multilatéralisme. Venons-en à la deuxième raison que vous pointiez, c'était pour vous la prise de pouvoir planétaire des multinationales. Et donc, en quoi, finalement, cette prise de pouvoir a été problématique pour le multilatéralisme ? C'est la venue des oligarques de l'économie planétaire. Eh bien, en ces années sont diffusées les conceptions de Francis Fukuyama, politologue américain qui prône la fin de l'histoire, à savoir une ère nouvelle fondée, dit-il, sur la liberté. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la liberté dont il parle, c'est la liberté de marché, sans entrave, entendez par là, la levée de l'ensemble des protections mises par les États sur les plus démunis de leur pays, ou encore sur l'ensemble des contrôles étatiques par rapport à la gestion du marché lui-même. C'est devenu la doctrine économique dominante auquel contribuent l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE, la Banque mondiale, le FMI, mais c'est rentré dans la tête comme étant la doctrine que tous les chefs d'État allaient suivre. Et ça sans la moindre réserve. Ce libre marché bénéficie principalement au réseau bancaire, aux fonds de pension, aux grandes multinationales qui dominent le marché et imposent petit à petit l'ensemble des règles du jeu économique. C'est devenu un périlleux jeu de Monopoly. Après avoir déconstruit les structures étatiques via les politiques d'ajustement structurel et les principes du consensus de Washington, qui sont les fondements idéologiques de tout le système sur lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, les prédations, les destructions, les pillages des ressources naturelles, la dégradation et la négation des droits sociaux vont s'accélérer. Les grands messes comme celle du sommet de Davos, Forum économique mondial, confortent les doctrines ultralibérales. Le fameux TINA, le « There is no alternative » de Mme Thatcher et de M. Reagan, qui était déjà dans l'air à partir des années 80-90, triomphe et renverse sur son passage toutes les formes de résistance populaire. Est-ce à dire pour autant qu'il n'y a pas de résistance? Non, que du contraire, nous sommes dans un monde qui est extrêmement dominé par une idéologie et qui est aussi appuyé par une espèce d'intoxication qui va aller jusqu'à au cynisme de contrôle sur toute la manière dont les gens peuvent avoir à penser ou à consommer. Alors, je sais qu'à ce moment-ci, vous aimeriez faire peut-être quelques remarques sur la globalisation, tant qu'on parle d'économie. Oui. Alors là, je voudrais faire quelques remarques sont de trois ordres. Au sujet des opinions publiques occidentales, eh bien, elles sont à l'époque très vite bercées par ce mythe, celui de la suprématie du monde occidental. Et elles ne se préoccupent plus du rôle de l'OTAN. Elle ne se préoccupe pas plus précisément de militer contre la guerre, ni contre la course aux armements, ni même, et ça c'est encore plus grave, parce que personne n'y a prêté attention, c'est sur la recherche-développement en matière militaire. Or, si on regarde bien à partir de là, il y a de plus en plus de conflits armés sur la planète, dans notre monde. Il y a de plus en plus de recherche-développement militaire, et en plus, cette recherche militaire s'associe avec la recherche-développement civil, et cela est dû notamment à l'émergence de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et l'autre point, c'est que les gouvernements sont petit à petit privés de tout contrôle sur l'économie.
Et là, je citerai cette phrase que j'aime beaucoup d'un économiste qui s'appelle Polanyi. Et lui, dès 1947, en opposition à Friedman, dont je parlais juste avant, il va dire « Ne laissez pas l'économie aux économistes, mais rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie qui mène sa propre vie, dévore le social et son environnement. Il y a donc lieu, dira-t-il, de restaurer la démocratie et d'empêcher l'économie de prendre la société et les mouvements sociaux en otage. » C'est prévisionnel. L'ultralibéralisme mondialisé provoque en fait une perte de capacité des États à réguler l'économie et à répondre aux aspirations de justice sociale et de bien-être des populations. Il en résulte une montée de la pauvreté et de l'extrême pauvreté et un délitement de l'ensemble des mécanismes de solidarité et de mutualisation des risques. Il en résulte aussi de plus en plus de mouvements migratoires et de déplacements de population en recherche de moyens de survie ou de sécurité lorsque les conflits sociaux dégénèrent en révolte ou en guerre civile. Guerre elle-même encouragée par les multinationales. Car rappelez-vous la guerre du pain en Tunisie, rappelez-vous la guerre de la banane entre le Pérou et la Bolivie, provoquée par United Fruit Company. Rappelez-vous, et encore aujourd'hui, les guerres de trafic de drogue et plus récemment, celles suscitées par le terrorisme islamique. Et là, je voudrais aborder un point clé pour moi par rapport à tout ce qui est la l'égalité internationale. La coopération devait être la face noble de nos relations internationales. La coopération au développement avec les pays du Sud, c'était l'aspect positif de ce que nous pouvions apporter au monde. Et tout ça va se fracasser un 7 avril 1994. 7 avril 1994, on y est à la commémoration, 27 ans plus tôt, se déroule au Rwanda un génocide. 1 million de personnes vont mourir en 3 mois du fait du génocide. Et j'ai été appelé par le programme des Nations Unies à faire une enquête sur les financements du génocide. Et quand j'ai fait ce travail, j'ai été complètement sidéré parce que j'étais accompagné d'experts économistes du Canada, de juristes de l'ULB. Et nous avons démontré les complicités multiples de la Banque mondiale, des États bailleurs de fonds comme la Suisse, la Belgique, la France, l'Autriche et d'autres, j'en passe. Nous avons montré comment, au cours des années 1990-1993, c'est-à-dire les 4 années qui précèdent le génocide, comment c'était organisé les responsables de ce génocide, comment ils s'étaient organisés pour lancer, préparer et déclencher le génocide le 7 avril 1994, lorsque l'avion Abiyaman est bombardé et mis au sol. Eh bien, il faut savoir que tous ces préparatifs ont été faits par ces gens grâce à l'aide internationale, grâce à la coopération au développement. Aujourd'hui encore, il y a des génocidaires qui sont bien identifiés, qui vivent libres, protégés, en France, en Belgique et au Canada. Plus de 27 ans plus tard, aujourd'hui donc, c'est grâce à quelques indignés courageux, c'est grâce aux membres de Survie France et des journalistes, investigateurs, eux aussi très courageux parce qu'ils le font à leur risque de leur vie, que le voile de la complicité est levé. Dès 1992, cependant, c'est-à-dire 2 ans avant le génocide, déjà, un avocat belge, Éric Gillet, avait, à la demande du Centre national de coopération et développement de l'opération Jean-Jean, fait une mission sur place et alerté les opinions publiques et les politiques du danger d'un génocide. Ensuite, après ce drame, il y aura un tribunal international rwandais mis en place par les Nations Unies. Eh bien, ce tribunal n'aura pas le mandat d'enquêter sur ceux et celles qui ont été les complices du génocide. Voilà qui sonne le glas d'une justice internationale véritablement efficace et d'une coopération au développement qui serait porteuse de paix pour les peuples. Ce n'est clairement plus le cas. Alors, du coup, venons-en à cette 3e raison de l'échec du multilatéralisme. Donc, après les 2 premières, vous aviez dit le tournant des années 90. Deuxièmement, cette montée en puissance des multinationales notamment et de ce pouvoir économique. Et 3e raison, selon vous, c'est le manque d'anticipation des effets de l'Anthropocène. Alors, dites-nous et expliquez-nous. Eh bien, au fond, face à l'ensemble des évolutions économiques et politiques aujourd'hui, c'est clair qu'on a des nouvelles formes de conflits en tout genre, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit des guerres. Et alors, il faut savoir quel type de réponse pacifiste serait adaptée
aux situations nouvelles. Et je pense que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en direct ce que c'est que le chaos. Notre monde est en plein chaos et c'est mis en lumière par la pandémie du Covid. La santé, droit essentiel de chaque être humain, est comme jamais auparavant soumise aux aléas du marché monopolisé par les Big Pharma. Et l'OMS, qui est censée, elle, organiser la réponse à la pandémie, assurer le partage des connaissances pour les soins et favoriser les solidarités entre les différentes contrées du monde, partout dans le monde, eh bien, s'est vu accusé par l'ex-président Trump, rappelez-vous, d'être simplement aux mains des Chinois. La guerre économique de certains États et de multinationales afin d'accaparer les ressources naturelles cause des déforestations massives, tant au Congo qu'au Brésil et ailleurs dans le monde. L'eau, qui doit être un bien commun de l'humanité, est de plus en plus privatisée et objet de spéculation. Ce sont les éléments fondateurs du chaos, selon moi. Comme le disait Antoine Alarc, avec qui j'ai fondé à Oxfam en 1967, eh bien aujourd'hui, pour avancer, il faut deux jambes. La première, c'est pour la paix. La seconde, c'est pour le développement. Mais aujourd'hui, c'est le chaos. Et si cela n'empêche pas de poursuivre et de mener des actions de solidarité internationale et locale, d'agir pour la paix sur le plan mondial comme sur le plan national, il faut faire le désolant constat sur la scène internationale, à l'ONU. Ce sont encore des vieilles recettes que l'on utilise et que l'on fait semblant d'utiliser, mais sans plus de résultats. Or, je dis, on ressort le catéchisme, mais en fait on n'y croit plus. Et donc, soyons clairvoyants, honnêtes envers nous-mêmes et admettons que si paix, coopération, entraide, valeurs d'humanisme, liberté doivent rester le fondement de nos actions pour la survie de l'humanité, eh bien cela exige de tenir compte de ces réalités d'abord. Il faut confronter ce qui est inacceptable, à savoir tout ce qui viole les droits humains, tout ce qui est prédation et destruction du vivant. Nous devons donc réfléchir à ce qu'il est urgent d'entreprendre pour permettre à la génération de ce XXIe siècle de résoudre le défi anthropocène de la survie de notre humanité et de notre planète. En ce mois de mars, je raconte ça souvent, c'est le patron de Danone. Il avait pour objectif d'humaniser et de verdir son entreprise. Un fonds de pension détenteur de 3% des actions de Danone a manœuvré pour l'écarter, car la valeur boursière de l'action avait légèrement diminué tout en restant au-dessus des deux chiffres. Eh bien, le lendemain de sa mise à l'écart, l'action de Danone remontait. Eh bien, voilà le cœur du cancer de nos sociétés aujourd'hui. C'est le capitalisme financier, profiteur et tueur. Quand j'étais sénateur, j'ai tenté et j'ai obtenu que l'on fasse un vote à majorité qualifiée pour mettre en place ce qu'on appelle la loi Tobin-Spann. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit simplement d'essayer de contrôler les transactions financières spéculatives qui, aujourd'hui, pourrissent le monde. Il fallait trouver les moyens de faire en sorte qu'à partir des lieux que nous connaissons déjà, le système bancaire, c'est tout ce qui se passe sur la planète dans l'ensemble des différents mouvements financiers qui se produisent. Et cela est contrôlé à partir du SWIFT, d'un système qui est tout proche de chez nous, il est au Luxembourg. Eh bien, il suffisait de taxer les transactions spéculatives et ça aurait déjà calmé le jeu économique mondial. Et ça aurait pu mettre fin à ce qui était la manière dont aujourd'hui les entreprises, les banques, les fonds de pension mettent de côté au secret dans des paradis fiscaux la majorité de leurs bénéfices, de leurs profits. Et cela, je pense que c'est essentiel parce que exfiltrer des capitaux, c'est d'abord de l'incivisme sur le plan non seulement fiscal, mais sur le plan politique. Et deux, avec ces moyens qui ont été les trilliards de milliards de dollars qui sont aujourd'hui dans les fonds de pension, ce sont les moyens utilisés par quelques-uns pour s'ingérer dans le politique, on l'a vu aux États-Unis, pour s'ingérer dans les gouvernements, on le voit partout dans le monde, et pour aussi mettre, pour moi, et c'est ça qui est dangereux, se préserver, mettre de côté ce qui pourrait être les instruments de la prochaine guerre mondiale. Et là, nous avons donc à nous mobiliser pour mettre fin à ce genre de trafic, et qui est un trafic aujourd'hui qui se fait au jour le jour, de minute en minute, de seconde en seconde. Pour s'opposer à leurs projets mortifères,
il faut réinventer alors, après la SDN et après l'ONU, je pense qu'il faut réinventer une façon et un mode de politique qui est le bien vivre ensemble. Alors, je voudrais faire une comparaison, si vous me permettez, c'est aujourd'hui, les gens comprennent mieux, à l'occasion de la pandémie et du désastre climatique, ce que veut dire et ce que signifie ce phénomène d'anthropocène. Il est vain de croire que nous, pays du Nord, on pourrait s'en sortir et se débarrasser d'une pandémie sans que ça puisse en même temps être le bien propre et le soin apporté à l'ensemble de la planète et à l'ensemble du monde. On l'a vu pour le sida et on le verra demain pour d'autres pandémies. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes dans les pays africains, vous savez que la malaria est vraiment un tueur. Eh bien, avec le réchauffement climatique, vous aurez la malaria chez nous aussi. C'est donc là que se trouvent aujourd'hui les phénomènes où la mondialisation, elle n'existe pas simplement pour l'économie, elle existe aussi sur le plan de la santé. J'ose croire qu'on peut dire la même chose pour la démocratie. La démocratie se doit d'être considérée comme un bien, un droit accessible à tous les citoyens, à toutes les collectivités humaines. Et il est urgent d'admettre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de démocratie qui serait la démocratie libérale. Il faut aussi penser que la vraie démocratie, c'est celle qui concerne l'ensemble des composantes d'une société et qu'il s'agisse aussi bien du niveau social, du niveau économique et de son niveau culturel. C'est peut-être le temps de la rupture. Le chaos, c'est souvent cela. Alors je voudrais rappeler cette phrase d'Antonio Gramsci. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Faute d'avoir pris les bonnes mesures pour assurer le bien-être des populations dans le Grand Sud, faute d'avoir répondu à leurs aspirations, c'est l'échec des objectifs du développement du millénaire, eh bien, les monstres ont déjà survécu. Le premier, c'est Al-Qaïda, créé par Ben Laden, encouragé par les USA en Afghanistan, qui est devenu un facteur de guerre au niveau planétaire. Le deuxième, c'est la militarisation des sociétés, dont l'exemple le plus violent est celui de l'Égypte, avec le dictateur, le général El-Sisi, brisant par les armes l'emprisonnement, les exigences des populations pour plus de démocratie et contre la corruption. Et c'est à bon escient que je vous dis l'Égypte et pas la Chine, car la Chine, c'est loin, l'Égypte, c'est près de chez nous et c'est avec notre soutien. Ces phénomènes font l'affaire des marchands d'armes, dont les leaders ne sont autres que les 5 membres du Conseil de sécurité. Et cela, c'est là que se trouve le chaos et le début de la nécessité de transformation absolue de ces institutions qui doivent nous garantir la paix et le développement. Mais alors justement, comment revenir finalement à cette logique de paix ? Vous savez, la logique de paix, c'est d'abord une façon de percevoir la destinée de notre humanité. Et il y a des gens qui ont été capables de la mettre en œuvre. Je cite 3 exemples. De Gaulle, au moment de la guerre d'Algérie, à un moment donné, il met fin à la guerre d'Algérie et au colonialisme français en Algérie. Il fait le retrait de l'ensemble des troupes françaises. Il signe les accords d'Évian. Autre personnalité qui a voulu un changement, c'était Gorbatchev. Il a plaidé pour la maison commune européenne. Mais les Européens ont fait semblant de ne rien entendre. Et les États-Unis ont fait l'inverse. Ils ont eu le plus grand mépris pour M. Gorbatchev. Troisième exemple, c'est Mme Angela Merkel. On ne le dit pas assez. 1 million de Syriens ont été accueillis en Allemagne. Et Angela Merkel a opté pour la fin du nucléaire civil. Ces 3 exemples, ce ne sont que des exemples. Mais en l'absence de grandes personnalités aujourd'hui, politiques, trop plus courageuses, eh bien, je pense qu'il appartient à nous, citoyens, il nous appartient aux mouvements sociaux, associatifs, d'élaborer des propositions pour faire de la politique autrement. En coordination, en concertation, il s'agira donc de recréer un imaginaire pour porter un destin collectif fondé sur les logiques de paix. Et les logiques de paix, c'est Gandhi, c'est Mandela, c'est Allende, Sankara, Martin Luther King et bien d'autres qui ont utilisé les logiques de paix qui toutes reposaient sur des politiques de mobilisation populaire et civique, contre un dominant. Toutes n'ont pas réussi. Mais à l'inverse, la logique de guerre, qu'elles soient des guerres saintes, des guerres antiterroristes, des guerres fascistes, des guerres économiques, de conquête de marché, d'accaparement territorial, ont ensanglanté l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Pour en revenir à la logique de paix, il faut au préalable entreprendre un vaste mouvement d'éducation populaire ayant pour objectif de décoloniser les esprits et de créer une culture collaborative de la non-violence. Comme l'explique et le pratique mon amie indienne Vandana Shiva, avec les syndicats paysans indiens, ils sont plus de 80 millions qui luttent pour la défense de leurs terres et l'accès à l'eau. Il se fait que nous baignons, nous, dans une culture très violente, celle de la concurrence et de la compétition, celle du mépris et de l'indifférence pour ceux que l'on qualifie de losers et qui se trouvent exclus. On nous a appris à dominer, domestiquer, exploiter la nature, ce qui est une autre forme de colonialisme et d'asservissement du vivant. C'est le modèle du capitalisme actuel, brutal, obsédé par le profit, à n'importe quel prix. La pandémie Corona a amplifié la gravité de la situation. Elle a creusé les inégalités et les précarités sociales. Elle a déstabilisé profondément le modèle économique et pris de court nos dirigeants politiques. Ils ont pris des mesures entravant en plus dangereusement nos libertés individuelles et collectives. Nos citoyennetés sont mises en danger, dont celles du monde syndical, du monde associatif. Ceux-là même qui ont pour mission de nous protéger, de nous défendre. Qui peut nous garantir aujourd'hui que tous les systèmes de traçage des individus utilisant l'intelligence artificielle pour combattre la pandémie ne seront pas utilisés à des fins moins nobles dès demain? Nos capacités de manifester nos opinions, de défendre nos conceptions d'une démocratie sociale progressiste, d'exercer notre citoyenneté dans ce monde chaotique et plein d'incertitudes est fragilisée par les restrictions de nos libertés, de mouvements et de rencontres réduites à des vidéoconférences dont on n'est plus certain de leur confidentialité. Alors, du coup, vous, ce que vous mettez sur la table, Pierre Galland, ce sont vraiment 5 propositions pour tester notre capacité de résistance pacifique. Oui, j'en prends 5, il y en a probablement beaucoup plus, mais j'en donne à tester 5. Dès maintenant, le 7 et 8 mai prochains, aura lieu à Porto, sur convocation du Portugal, qui est le président du Conseil des ministres européens actuel. Il y a eu un sommet sur la santé et ce sera suivi directement après les 20 et 21 mai à Rome. Il y a une mobilisation à Rome sur le G20 qui va traiter du même sujet. Je pense que c'est l'occasion de manifester ensemble notre soutien à toutes les forces démocratiques pour que la santé retrouve sa place de service public pour l'ensemble de l'humanité. Pour ce faire, il s'agit de suspendre le droit de propriété privée sur le brevet, les médicaments et le matériel nécessaire pour lutter contre les grandes pandémies comme celle du Covid-19. L'accès et le partage des savoirs concernant notre santé ne peuvent être des produits marchands ordinaires. Il s'agit d'en faire des produits génériques et pas une occasion de profit et de contrôle politique par les Big Pharma. Et le deuxième, c'est que, en fait, depuis le début de cette année, le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, est entré en vigueur. Il a acquis force de loi en droit international. Toutes les puissances nucléaires et les États ayant accueilli des armes nucléaires sur leur territoire ont refusé à ce jour de signer ce traité. Si nous voulons suivre l'appel des prix Nobel, il y a lieu d'obliger les États européens à signer ce traité, car c'est une question de survie. La première étape pourrait être de retirer les armes nucléaires stationnées dans les pays non nucléaires. C'est une urgence, c'est une exigence aussi importante pour l'environnement que pour la nature, que la lutte contre les énergies fossiles et le nucléaire civil. Le troisième défi, c'est l'eau. L'eau est un enjeu stratégique mondial. L'or bleu sera bientôt plus convoité que l'or noir. Sauf que l'accessibilité et la gestion des ressources hydriques doivent être des services publics à toutes les collectivités humaines. Rappelons que l'eau a fait son entrée aujourd'hui en bourse. Personne ne l'a vu, mais le 7 décembre dernier, la bourse des matières premières à Chicago, l'eau est rentrée en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les puissances financières, des fonds de pension, s'approprient déjà des centaines de millions de mètres cubes d'eau et en créant la rareté, spéculent sur une hausse du prix de ces réserves. Réserves qui pourtant sont des biens communs pour toute l'humanité. L'eau ne peut être objet de ce genre de convoitise et de guerre. Voilà pourquoi il faut délégitimer, à mon sens, l'Organisation mondiale du commerce.
Je reviens alors sur la quatrième proposition, c'est il faut à tout prix que tout le monde se batte pour qu'on contrôle les flux financiers spéculatifs. C'est une question de survie. Fermer les paradis fiscaux, annuler les dettes illégitimes, ce sont des mesures indispensables pour une politique fiscale équitable permettant aux États de refinancer les services publics et de santé et d'éducation et de culture et d'ainsi être capable de relancer l'économie dans le respect des objectifs du développement durable. Cette relance doit être axée sur la proximité, non assujettie aux appétits des banques et des fonds de pension. Il nous faut concrétiser les propositions de loi Tobin-Spam et il faut un travail de sape qui doit être amplifié pour délégitimer ceux qui sont porteurs de ce message, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que toutes ces sociétés de cotation qui ont asservi les États en leur imposant des convergences budgétaires au service du grand capital. Et je terminerai par quelque chose qui concerne nous les Européens, c'est Frontex, l'instrument mis au point par les États européens pour contrôler leurs frontières extérieures. C'est devenu une armée disposant de moyens considérables pour lutter contre l'immigration clandestine, dite clandestine plutôt. L'Union européenne viole gravement l'ensemble des droits humains et des règles adoptées par l'Office mondial des migrations. Cette guerre provoque un nombre incalculable de victimes, ce qui a fait de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde aujourd'hui. Et cela, c'est financé, comble de l'hypocrisie, par les fonds budgétaires affectés par les États officiellement à la coopération au développement et à l'assistance humanitaire d'urgence. C'est un crime contre l'humanité. Pour cela, la Commission européenne doit être mise en accusation devant la Cour européenne de justice. Alors Pierre Galland, on en arrive maintenant aux conclusions de cette présentation et peut-être à la question de départ. Finalement, y a-t-il des réponses pacifistes aujourd'hui ? Alors, la sauvegarde de la paix, de l'environnement est clairement de l'ordre de l'intérêt général et de l'intérêt général mondial. Alors, c'est qui dit ça ? Eh bien, c'est Monique Chemier-Gendreau, qui est une éminente juriste internationale française, qui a sorti un petit document sur que paix et environnement doivent être considérés unanimement comme des priorités indispensables au développement du bien commun, des biens communs, et c'est déjà ce que, au fond, on pouvait dire au début de ce siècle quand on a défini les objectifs du développement durable. La réduction drastique des dépenses d'armement, de la recherche-développement militaire, doivent être considérées comme indispensables et indispensables pour arriver à faire ce changement. On a besoin des moyens, ils sont là. Devant l'échec patent des Nations Unies à obtenir ces réductions, il faut oser aller de l'avant et reformuler un projet de Parlement mondial chargé de mettre en place une nouvelle organisation mondiale débarrassée du Conseil de sécurité actuellement contrôlé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les plus dangereux en fait. Ce Parlement aurait la mission de conduire la transition vers un nouveau monde qui puisse arbitrer les conflits, disposer de moyens indispensables à la protection des populations civiles. Or, cela nécessite une mobilisation permanente, non seulement des États, mais aussi des enseignants, des éducateurs, de la société civile, pour qu'on puisse contribuer à la création d'une culture collective de la non-violence, comme l'explique mon ami Vandana Shiva, dont j'ai parlé juste avant. Il est urgent d'entreprendre cette transition, dit-elle, afin d'assurer la survie de notre humanité. Les sociétés civiles engagées pour ce changement doivent avoir leur mot à dire dans cette recomposition et cette restructuration des démocraties qui entendent s'émanciper des politiques asservies aux seuls détenteurs des capitaux et aux penseurs ultralibéraux. La capacité des peuples à faire démocratie par le bas sera l'alternative. Il nous faut une démocratie d'émancipation, celle qui dénonce les désignations identitaires meurtrières, celle qui refuse toute complaisance avec l'obscurantisme qui tue, celle qui prône un esprit de tolérance selon lequel il n'y a pas de civilisation ou de religion qui soit supérieure à une autre. Cela passera par la réappropriation par les peuples de l'économie relocalisée et non dépendante des spéculateurs et des bourses dévoyées de leur finalité première. Un grand nombre d'institutions et de lois scélérates devront faire l'objet d'un important travail parlementaire pour assurer des lois plus justes, plus protectrices des personnes et des groupes les plus fragilisés, car le projet
doit refonder la solidarité qui doit devenir la clé de voûte de notre futur collectif pour sortir de ce chaos dont j'ai parlé. Alors le mot d'ordre doit être d'assurer, avec les signataires de la Charte des Nations Unies, un partenariat constructif, pacifique, pour un nouvel état de droit international qui soit respecté par tout le monde. Les arsenaux nucléaires doivent être démantelés, car ils seront la garantie que nous voulons réellement préserver l'avenir des jeunes générations. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir la campagne ICAN qui a reçu le prix Nobel de la paix il y a 2 ans, ne l'oublions pas. Alors, le dernier point peut-être, c'est le fait qu'il faut aussi défendre nos droits fondamentaux. Oui, c'est le point crucial et final. C'est que d'ores et déjà, nous avons déjà la capacité de défendre nos droits fondamentaux et les valeurs humanistes, car il existe des cours de justice et car il existe de nombreux juges intègres qui sont là essentiellement pour défendre une conception noble de la séparation des pouvoirs et rappeler les droits des gens chaque fois qu'il y a lieu. Droits individuels, droits collectifs, droits humanitaires, celui des conventions de Genève, celui du droit international, celui des droits des peuples. Tous ces droits sont le résultat de mobilisations populaires, ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, les citoyens doivent s'organiser comme le firent leurs pères pour obtenir que ces droits soient respectés et implémentés. Je pense qu'à cet égard, les tribunaux d'opinion, tels que ceux lancés par Lord Russell à l'époque avec la Fondation Russell, la Fondation Basso, le tribunal Russell, le tribunal permanent des peuples, mais aussi le tribunal Monsanto, ce sont des marqueurs indispensables pour faire entendre l'ensemble de ces droits et assurer leur application. Et demain, nous avons pour mission donc de convoquer les Nations Unies devant un tribunal citoyen d'opinion pour le condamner, ou bien pour leur dire qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations, et pour, avec ceux qui sont prêts à le faire, définir quel pourrait être le contrat de notre humanité pour sortir de la mauvaise gestion actuelle.